Eh bien, on se retrouve aujourd'hui avec Adrian qui est vendeur Amazon. On va en discuter un petit peu juste après, qui a un profil intéressant, parce qu'Adrian, tu es suisse, c'est ça? Exactement, je suis un Français expatrié en Suisse depuis maintenant 15 ans. Je suis parti en Suisse. Est-ce que tu as fui la France pour fuir le fisc? Non, malheureusement. Plaisanterie, je rigole, Non, hein. ça c'est un peu le cliché. Non, j'ai travaillé pour des grands groupes français et puis c'est les passerelles en interne qui m'ont permis d'atterrir en Suisse. Puis ensuite, j'ai fait un peu ma vie là-bas. La vie fait qu'on a envie de challenge, on a envie d'autres choses et j'ai changé donc de carrière. Et puis maintenant que j'arrive sur mes 40 ans, je suis arrivé sur mes 40 ans déjà, j'avais besoin d'un nouveau challenge. Et puis Tu c'était quelque conduis les chose. TGV en Suisse, c'est ça? Exactement, je suis Super. conducteur de train en Suisse, qui est un métier totalement différent de celui de la France, du moins différent en soi. Euh, c'est autre chose qu'en France. On n'est pas des fonctionnaires, on est des salariés, c'est un autre monde. Et c'est très intéressant. Et puis maintenant, depuis peu, oui, je suis habilité à conduire les TGV. Donc. C'est souvent un métier un peu passion, hein. C'est le cas chez toi, Exactement, ça? c'est ça ce que je souligne par rapport à beaucoup de profils Amazon, de collègues que j'ai pu rencontrer. J'ai un cas un peu particulier, c'est que je fais un métier passion qui rémunère suffisamment bien et que j'aime et que je peux continuer aussi longtemps que je voudrais. Donc, c'est c'est pas un challenge pour moi de tout plaquer pour Amazon. Si je peux en vivre, c'est clair que je ne renoncerai pas, mais j'aime aussi ce que je fais à côté, quoi. Super. Qu'est-ce qui t'a amené du coup à te lancer dans l'arbitrage sur Amazon? Du coup, c'était quoi le moteur de se dire tiens, je vais faire une activité à côté de l'activité que j'ai déjà? Et question que je pose souvent à mes invités, c'est pourquoi Amazon? Parce que on voit tout le temps parler de tonnes de business, donc ça pourrait être ça ou toute autre chose. Quel a été le chemin, la réflexion derrière? Alors, pour moi, c'est vraiment le challenge. Je suis quelqu'un qui aime me challenger et puis qui aime toujours trouver quelque chose qui va me passionner. Et pourquoi Amazon plus que autre chose? Parce que ce que j'ai pu voir d'autres me paraissait un peu, désolé du terme, hein, bullshit. Et j'y croyais, c'est pas que j'y croyais pas, mais je me projetais pas dans d'autres modèles économiques. Et Amazon, pour moi, il y a le concret. Il y a le fait de, après un certain niveau comme toi, on travaille tous à distance. Mais à mon niveau, et au niveau de beaucoup qui commencent, on touche, on manipule, on fait des colis, on fait de A à Z. Et on sent ce qu'on produit. Et ce que j'aime dans ce secteur d'activité, c'est que ta réussite dépend de ton investissement. Donc plus tu vas t'investir, plus tu vas produire, plus tu vas gagner. Il n'y a pas de secret, quoi. C'est pour ça que tu touches un point très intéressant en disant on touche. Et c'est pour ça que même si tu sais que moi je suis grand fan des centres de préparation, c'est ce que je fais à 100% maintenant, on peut le dire, vraiment sauf grosse opportunité, je ne prépare absolument plus rien, je fais préparer, mais j'insiste vraiment auprès des débutants sur l'importance de commencer à manipuler, comme tu l'as dit. Ça permet vraiment de concrétiser la chose, de se rendre compte, encore une fois, hein, même en passant par des centres de préparation, ça reste du concret, c'est du commerce, c'est vraiment quelque chose de palpable. Et le fait de manipuler, ben voilà, ça assied le business dans le monde réel et ça permet de perdurer le temps qu'il faut pour pouvoir décoller. Et après, vraiment, ce que je pousse de plus en plus, c'est d'utiliser uniquement des prep centers parce qu'on se libère énormément de temps qui n'est pas le plus gratifiant, hein. Le fait de décoller des étiquettes et en recoller, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans ce business, et se concentrer sur notre zone de génie qui doit être le fait de trouver des opportunités, de sourcer et d'acheter de la marchandise. Toi, tu as commencé avec beaucoup plus de difficultés que les autres. Parce que comme tu es en Suisse, je rappelle que ça, c'est en dehors de l'espace économique européen. Absolument, et c'est une Donc, grosse contrainte. formalité douanière, prix en général plus élevé, donc le sourcing en Suisse. Et c'est important de souligner ce que tu dis, c'est que quand j'ai commencé donc avec mon niveau de débutant, de chez débutant, je suis même arrivé à trouver des produits rentables en Suisse, alors que le coût de la vie est quand même nettement plus élevé qu'en France ou qu'en Allemagne voisine. Et malgré ça, malgré ce coût de la vie, ces produits plus chers, les frais de douane, tout, je suis arrivé à être rentable sur des colis au début. Après, sur le long terme, c'est clair que c'est pas un modèle économique viable. Avec des gros volumes, et puis une structure, et puis toute l'assistance qui va avec, peut-être, hein, parce qu'il y a quand même un tissu économique assez performant en Suisse, donc ça fonctionne, hein. Je dirais, les entreprises suisses exportent, importent, donc c'est possible. Mais c'est un autre monde, et je pense qu'on peut se faciliter la vie en restant au sein de l'Union européenne. Tout à fait. Là, tu viens de confirmer ce qu'on dit tout le temps, hein, c'est que des opportunités, il y en a absolument partout. Et ça vient le confirmer, hein. Si dans un pays où le niveau de la vie est beaucoup plus élevé, on arrive quand même à trouver des marchandises rentables sur le marché européen, c'est que clairement, les opportunités sont partout. C'est quoi les challenges vraiment que tu as dû relever
quand tu t'es lancé, c'est quoi vraiment les embûches où tu t'es dit ah merde, là je touche un point compliqué, il va falloir que je balaye ça d'un revers de main. C'est ça. Alors le premier, ça a été la localisation d'être en Suisse. Donc il y avait beaucoup de contraintes, hein. Tout ce qui est préparation, expédition, et puis on est hors circuit Amazon. Les UPS, c'est comme du hazmat pour nous, donc c'est tout à ta charge, et c'est même plus cher que du hazmat. Donc tu as vraiment intérêt à bien rentabiliser tes colis. Je rappelle, le prix de mes premiers colis, c'était exorbitant, mais il fallait essayer, il fallait commencer, comme on disait tout à l'heure, il faut toucher. Moi, je suis un peu comme toi, de la vieille école. Pour comprendre quelque chose, il faut mettre les mains dans le cambouis, quoi. C'est en manipulant, en touchant, c'est là où tu vois le concret, et c'est comme ça que tu comprends. Et après, c'est l'évolution naturelle, le Prep Center. C'est de pouvoir déléguer, mais avant, il faut maîtriser ce que tu fais. Pour l'instant, tu n'utilises pas encore de Prep Non, Center. pas encore. Ce sera une évolution à laquelle je tends actuellement. J'y réfléchis de plus en plus parce que, de par ma situation, ce serait naturel. Mais j'aime aussi encore manipuler. Et puis pour moi, manipuler, ça permet de comprendre, de faire des erreurs, puis de comprendre aussi certains rouages d'Amazon. Et c'est important. Comment est-ce que tu fonctionnes à l'heure actuelle, du coup, comme tu as un emploi à temps plein? C'est quoi un petit peu ta routine? Combien de temps est-ce que tu travailles par mois? Est-ce que c'est quotidien? Comment est-ce que tu fais pour justement acheter ta marchandise et l'envoyer étant donné que tu es en Suisse? Voilà, est-ce que tu sais un petit peu me décrire ton fonctionnement? Mon modèle économique, il est quand même 80%, 80% pour les Français, 80%, oui. sur du online. Parce que ça me permet de faire livrer chez un partenaire en Allemagne. Donc c'est une sorte de plateforme logistique qui reçoit les commandes des Suisses, principalement même des Allemands, et qui stocke ma marchandise pendant 30 jours. Donc au début, j'ai eu aussi l'opportunité de pouvoir emballer sur place quand il y a des petits volumes, mais aujourd'hui avec des volumes qui atteignent la palette, ce n'est plus possible, c'est pas adapté. Du moins cette structure-là, elle n'est pas adaptée. Mais par contre, je fais toujours livrer chez eux. Donc je reçois ma marchandise chez eux, et après moi, je vais donc la pick-up, donc je passe la frontière. Vu que je la récupère en Allemagne, je suis au sein de l'Union européenne, et je fais aussi ma ronde de fournisseurs locaux en Allemagne, en France. Et je rejoins mon entrepôt en France où là, je la prépare et je l'expédie le soir même dans les dépôts Amazon en France ou en Allemagne. Ça représente combien de jours par mois ton travail sur Amazon? En moyenne, si on lisse, on parle de 4-5 jours de travail concret. Donc ce que j'appelle le travail concret, c'est la journée où vraiment je vais faire ma ronde. C'est-à-dire récupérer mes commandes qui ont été commandées 1 semaine, 2 semaines avant, aller chez les fournisseurs locaux, récupérer sur place, faire un peu de sourcing physique quand j'ai le temps, sur ma route. Et puis en général, j'essaye d'être à 11h, à midi à mon local pour avoir l'après-midi pour tout préparer. Il faut que tout parte avant 18h, l'heure de fermeture du centre UPS. Comme ça, je sais que le lendemain, quand tout va bien, c'est à Paris et c'est online. Super, 4-5 jours de travail. Mais ça fait des belles journées. C'est 6h, 6h, 22h, donc il y a des journées conséquentes. Et c'est, entre guillemets, un peu sur mes jours de repos de mon job à côté. Donc il ne faut pas non plus que ça empiète. Donc, tout à fait. Il faut faire attention à ça, quoi. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé? On va dire une grosse année, parce que il y a eu la partie découverte du modèle business, rentrer dans le groupe, échanger, et je me suis lancé. J'ai créé la LTD, donc j'avais créé d'abord une auto-entreprise en Suisse que j'ai mis de côté à cause de la complexité, et j'ai créé le modèle de la LTD, qui est vraiment un modèle simple, adapté à ce qu'on fait, qui est le meilleur modèle pour moi aujourd'hui, pour l'instant. Après, on verra. Et ça a été créé fin février. Je me rappellerai toujours que j'ai fait Non, c'était créé début février, mais j'ai fait ma première vente le 28 février. Et après, ça a commencé en mars. Mais les 3 premiers mois étaient très, très light. Ça a été long pour moi à se mettre en place. Et on a sauté un point tout à l'heure où tu me disais quelles ont été les difficultés. Donc, il y a la localisation, mais il y a aussi le fait que quand j'ai commencé Amazon, j'étais à pied. Ah oui. Et ça, à c'est un pied, vrai problème. dans un pays étranger, fallait aller en Allemagne sourcer. Je ne peux pas rentrer chez moi avec la marchandise. Donc, il faut trouver la solution pour pouvoir l'étiqueter sur place et l'envoyer tout de suite. Après, j'ai eu l'occasion de prendre des voitures, ce qu'on appelle des mobility, c'est des voitures en car sharing. Donc, avec ça, puis je faisais ma ronde. Puis après, petit à petit, je me suis équipé. Donc, maintenant, j'ai ma propre voiture, j'ai mon local en France. Mais il y a eu des étapes à développer, des frais à engendrer. Et ça fait que, de mon point de vue, à mon niveau, à moi, j'ai une structure qui est assez lourde, que j'essaye aujourd'hui d'optimiser au maximum pour pouvoir la pérenniser. Et puis la faire évoluer, notamment avec des prep centers qui seront peut-être plus adaptés à mon modèle à moi, quoi. Tu es quand même un modèle de résilience. Il y en a plus oui, d'un qui aura abandonné dès le départ. Exactement. Il y a plein de gens qui se lancent, quel que soit le business, en pensant que tout va être rose et violet. Dès qu'ils se rendent compte qu'il faut travailler un petit peu, Oui, c'est ce que je me dis des fois quand j'ai des coups durs ou quand il y a des étapes, des fois, c'est pas des trucs un peu insurmontables. Je me dis, il y en a qui auraient lâché l'affaire. Rien que de par ma situation, il y en a 2-3 gars avec qui j'ai discuté qui ne sont même pas lancés parce qu'ils voient déjà une montagne devant eux.
Mais moi, je pense que ça en vaut la chandelle, j'y crois. Ça va prendre peut-être plus de temps que la personne qui est en France, qui a les zones commerciales à portée, qui a déjà une voiture et qui peut sourcer et emballer dans son salon. Ça, c'est l'autoroute, on va dire. Oui, on en discutait tout à l'heure. Déjà, tes horaires ne te permettent pas de Oui, travailler comme tu veux, hein. On a exactement. reçu ici à cette table Christophe il y a quelques semaines ou quelques mois, qui a aussi un emploi à temps plein, mais avec voilà, des horaires beaucoup plus faciles, beaucoup moins de contraintes. Donc ça lui permet de travailler tous les jours, chose que toi, tu ne peux pas faire. Exactement. Moi, je fais le monitoring quand même tous les jours, parce que j'aime bien. Puis comme ça, tu as toujours la main sur ce que tu fais. Mais c'est vrai que les journées concrètes, physiques, où on manipule la marchandise, ça se résume à 4-5 jours par mois, quoi. En tout, si on compte remboursement TVA et tout ce qui s'ensuit, combien est-ce que tu as généré de profit depuis que tu t'es lancé? Entre 22 et 23 000 euros. Pour, on va dire, une année. Si on compte pas les 2 mois qui est de latence au début, je pars du principe que le premier mois réel d'activité, c'était juin 2024. Donc là, on arrive à fin juin. On est sur un 100 000 euros de chiffre d'affaires pour 22-23 000 euros de bénéfices Ce nets. qui fait, encore une fois, 2 000 euros, un tout petit peu moins de 2 000 euros par mois, lissé sur l'année, pour un business pour lequel tu travailles 4 à 5 jours par mois. Donc ça reste pas dégueulasse. Même si tu fais des très grosses journées, même s'il y a beaucoup de contraintes pour le moment, beaucoup de difficultés, ça reste pas dégueulasse. Donc clairement, oui, le jeu en vaut la chandelle. Maintenant, ce qui va être important pour toi, c'est de réussir à optimiser tout ça. Tu as eu beaucoup de temps pour la mise en place, pour trouver tes petites habitudes. Et là, il va déjà falloir essayer à en changer, enlever tout ce qui est trop contraignant, tout ce qui te prend plus de temps. Et on en discutait tout à l'heure. Je pense vraiment que le fait de passer par un prep center, et vous avez encore la chance de pouvoir travailler avec Alexis qui fait partie du groupe, ça va vraiment t'enlever une charge de travail immense. Oui, Si déjà tu n'as plus besoin de te déplacer, comme tu me dis que tu fais déjà 80% de ce chiffre uniquement en ligne, il n'y a aucun doute, et c'est vraiment la stratégie que, avec mon expérience, je pense que tu dois adopter, c'est enlever les 20% de physique, te concentrer sur les 80% de online que tu fais actuellement, les faire passer par un prep center, et le temps incroyable, parce que ça doit représenter la préparation de tes colis et la route que tu fais pour aller t'occuper de ta marchandise, j'imagine que ça doit représenter un temps considérable dans ton temps de travail. Est-ce que absolument. tu sais le quantifier? Ça Oui. pourrait être Alors, intéressant. une ronde, c'est entre 350 et 450 km par jour travaillé. Donc, ça fait 2 pleins par mois. Donc, à chaque fois, on peut dire même 500, on arrondit. Voilà. Tu pars pour une journée qui va te faire 400-500 km, avec les heures de route qui vont avec. C'est pas que de l'autoroute. En voiture, je ne saurais pas dire, mais on passe bien 4-5 heures dans la voiture quand même. C'est énorme. Oui, oui, c'est Donc ça, énorme. il faut vraiment que Et tu c'est pour enlèves ça, Oui, que tu restes sur ton sourcing actuel. Au lieu de le faire arriver là-bas, tu le fais arriver au prep center. Ils vont s'occuper de toute la logistique. Tu n'as même plus besoin de t'en soucier. Et tout le temps que tu vas libérer, qui est colossal, tu vas pouvoir sourcer à la place et donc remplacer les 20% que tu abandonnes par bien plus et en online. absolument. Et puis ce temps, c'est aussi des frais. Tout à C'est de fait. l'argent. D'où le temps, c'est de l'argent, quoi. Donc, ouais. Non, ça, c'est sûr. C'est l'évolution naturelle pour moi et la plus adaptée à mon profil. Ouais. Quand je t'ai parlé du podcast, tu m'avais dit, ouais, mais bon, je fais pas des chiffres extraordinaires, machin. Mais voilà, tu vois, on montre de tout. Et le but, ce n'est pas que de montrer des gens qui font déjà 10 ou 15 000 euros par mois, c'est de montrer tout le monde, de montrer tous les profils. Et comme je viens de le dire, tu es un vrai exemple de résilience. Tu n'as pas abandonné malgré tout. Et quand on décortique, on se rend compte qu'effectivement, tu es sur un modèle qui fonctionne, qui va fonctionner. Là, tu as vraiment juste besoin de faire un gros switch et de réussir à te débarrasser de toute cette partie Exactement, compliquée. c'est vraiment ça. C'est vraiment mon point fort, c'est vraiment ça, la résilience. Parce qu'il y a tout cet aspect lourd de ma structure, de mon fonctionnement. Puis il y a aussi ce qu'on peut appeler tous les petits problèmes du quotidien qu'on a tous. Amazon, ça reste quand même quelque chose d'assez complexe. Et tous les jours, il y a des petits trucs à régler. Et c'est vrai que tu rajoutes ça, c'est une charge de travail et mentale en plus. Et rien que pour ça, déjà, certains... Tu es quelqu'un de très académique, donc tu aimes beaucoup tout comprendre, vraiment tous les aspects. Au début, c'était parfois certains jours un peu compliqués entre nous, justement, parce que tu te posais trop de questions. Il faut se poser des questions, mais tu t'en posais trop, notamment sur des sujets qui n'avaient pas vraiment un immense intérêt. Et moi, je suis peut-être l'inverse. Moi, je suis un roi de l'optimisation. Donc, tout ce qui n'est pas nécessaire, je le laisse de côté. Je n'ai pas besoin de le connaître. J'ai juste besoin de m'appliquer à 100% sur ce qui est pertinent, sur ce qui va m'apporter des résultats. Absolument. Et là, je te rejoins là-dessus. Je vois mon évolution mentale là-dessus.
où j'ai vraiment arrêté de me soucier de certaines choses. De toute façon, on n'a aucun impact dessus. Et puis, on fait avec. Et puis, avec le recul, avec la compréhension, on se rend compte que c'est pas si fatidique, quoi. Et je pense qu'on sait tous de quoi on parle, quoi. Oui, oui, oui. Et il y a plein de fois où je sais que je manque de tact, hein, parce que c'est vrai que quand tu es nouveau arrivant, tu connais pas le business, que tu me dis, ouais, mais Arnaud, il me manque 5 unités de cette marchandise, tu as envie de savoir où elles sont. Donc, moi, quand j'apporte des réponses, ben, c'est souvent sans trop de pédagogie et sans tact, où je te dis, Adrien, ça ne changera rien ta vie, tu vas les récupérer, ne t'inquiète pas. C'est pas une réponse satisfaisante, j'en suis conscient. Mais c'est l'ancienne école, et moi, j'ai appris comme ça pour tout le secteur d'activité que j'ai pu connaître. C'est l'ancienne école, et Et au j'adhère à ça. final, avais-je raison? Est-ce qu'on peut se rendre compte Absolument. qu'au final, on n'est jamais perdant avec Amazon, même si ça prend des semaines ou des mois, ils retrouvent notre marchandise, elle est remise dans notre stock ou remboursée si on ne la retrouve pas. Et donc, c'est pas du tout pertinent de perdre notre temps avec ça. Absolument. Quand je vois les gens qui disent Amazon, c'est des voleurs, Amazon, si, on peut pas gagner, ils nous prennent trop de frais. Non, il y a toute une structure derrière et ça se paye. Et non, ils perdent pas, rien ne se perd. Ils sont extrêmement efficaces, hein, ils sont très procéduriers. Il y a énormément de process. Ils peuvent parfois prendre du temps, mais ouais, ils sont tellement carrés. Non, Exactement. ils Ouais. peuvent pas perdre ta marchandise. C'est pas. Ok. Euh, du coup, avec le recul, c'est quoi pour toi les avantages ou les inconvénients? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton business, de cette aventure, même si tu en es déçu, même si, voilà, il faut vraiment tout dire, on est là pour parler carte sur table. C'est quoi les avantages? C'est quoi les inconvénients? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te plaît moins? Est-ce que tu te vois continuer? Ça fait beaucoup de questions, Bien sûr, ouais. mais On va y répondre voilà, à toutes, on c'est est là pour ça. intéressant. Alors, déception, zéro. Non, je suis absolument pas déçu. À la rigueur, si, on en a parlé tout à l'heure. Au début, j'avais un enthousiasme qui était un peu peut-être démesuré. J'en voyais quand même aller plus haut, plus vite. Mais il faut quand même maîtriser le sujet. Et puis, comme je disais, de par ma situation, je ne pouvais pas m'adapter aux autres. Et C'est ce que notamment, j'allais soulever, c'est que tu es vraiment t'es vraiment dans la situation la plus compliquée. Si tu avais été franco-français, ça aurait été beaucoup ça plus aurait été simple. beaucoup Ah, plus ça aurait simple. été Oui. autre chose. Mais je trouve que c'est bien. C'est bien, c'est un challenge. Je vais le réussir. Je l'ai partiellement réussi. Et c'est cool. J'ai l'impression que tu vas avoir du mal à lâcher cette petite routine que tu as mis en place, un peu Oui. physique. C'est fou. Hein. C'est ce qui donne du vivant. Comme je disais tout à l'heure, c'est le prep center et puis ça dégage. Mais c'est vrai que c'est 20% de physique, le fait de bouger, c'est là où tu te sens vivant. Parce que quand tu fais que du monitoring, que du sourcing online, tu fais tout livrer en prep center. Tu pourras faire du physique, mais Sous un moins autre dans la aspect. contrainte, sous un autre aspect, comme on discutait tout à l'heure. Moi, je le fais beaucoup moins maintenant, mais il y a une époque où j'allais sourcer en Italie, j'allais sourcer absolument Absolument partout. ce que je veux faire. Et parce que j'avais une entreprise qui tourne déjà. Donc, et c'est là où on est deux profils très différents. J'ai l'impression que tu t'attaches encore une fois au process que tu as mis en place. Là où moi, mon cerveau me dit non, il ne faut pas faire ça parce que l'idée, c'est de constamment optimiser. Et là, tu as vraiment quelque chose qui pourrait être tellement optimisé en ne faisant plus cette partie physique que pour moi, c'est aberrant de ne pas le faire, tu vois. Absolument, c'est le challenge. On va dire, pour moi, c'est le gros chapitre de cette année. Là. Maintenant que j'ai fait 1 an d'activité, c'est vraiment dépoussiérer, optimiser ces structures et puis développer la deuxième. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai développé une deuxième structure. Donc, j'ai 2 comptes Amazon parce qu'il y a aussi l'aspect de compte sécuritaire, etc. Et puis, la volonté de faire aussi un autre modèle aussi à côté. Et c'est la même chose, entre guillemets. Parce que n'ayant que encore une fois, tu vois, en toute franchise, comme tu n'as que 4 à 5 jours où tu peux travailler sur le mois, c'est des journées qui sont extrêmement remplies parce que tu as beaucoup de contraintes au niveau déplacement. Absolument. Si tu ne te renouvelles pas complètement, et c'est pour ça que tu stagnes en fait, que tu as stagné, hein, c'est pour ça que tu devrais déjà être beaucoup plus loin. Même si ça reste honorable, 2 000 € de plus par mois, ça change la vie, clairement. Normalement, ça change la vie. Hein. Il y a plein de gens, 2 000 € en plus par mois, c'est 2 fois leur salaire. Donc, même si je ne dénigre pas les 2 000 € par mois, c'est honorable. Mais voilà, tu stagnes depuis trop longtemps dans cette zone. C'est ça. Et donc, il faut vraiment Il y a que tu comme arrives... un plafond de verre. Voilà, il faut vraiment que tu arrives à te réinventer parce que tu arrives au bout de ton modèle. C'est Oui. trop complexe, Absolument. c'est trop de contraintes, trop de charges. Exactement. Donc, il faut que tu fasses sauter ça, que je le répète, j'ai rien à gagner avec les prep centers, mais que tu arrives à enlever toute cette logistique, la sous-traiter. Ça va te permettre de passer le cap. Tu vas passer en un clin d'œil de 2 000 à 3, 4, 5 000 € par mois. Et si justement, c'est cette partie physique que tu aimes,
Ben, quand tu fais tes 4-5 000 euros par mois, au lieu de faire tes 4-5 jours avec ta ronde en Allemagne, plus rien ne t'empêche de prendre une petite partie du budget pour aller explorer d'autres horizons, comme moi je l'ai fait encore une fois en Italie, en Espagne, un peu partout. Et tu vas joindre l'utile à l'agréable et là tu vas découvrir la magie de ce business. Tu as Quoi. mis le point sur vers quoi je veux tendre. On va y travailler. On est en juin 2025 et je veux qu'en juin ou juillet, non juillet, on est en juillet. En juillet 2026, je veux qu'on se rencontre de nouveau et Volontiers. je veux le nouveau Adrian et qui me dise. Ah, on sera loin, j'espère. Hein. Franchement, et même avant. Vraiment, hein, je le mets et les gens les gens sur YouTube vont venir nous chauffer en juillet. Ils vont pas nous oublier. Ça marche. Un petit point que je voulais dire, c'est que j'ai passé 2 mois un peu off, où j'ai fait le strict minimum pour faire vivre le compte, etc. Et j'ai remis tout au travail. Et d'un mois à l'autre, on a fait plus 50% sur le chiffre d'affaires, sur le bénéfice. Donc, je veux dire, je ne peux pas parler de maîtrise. Pour moi, je suis encore un éternel débutant, avec un bagage, on va dire. Mais je me considère comme un débutant, mais qui connaît un peu son sujet et qui est autonome. Je suis assez autonome. Je ne pose jamais trop de questions. Un petit peu à toi, un petit peu à Chris. Mais je suis présent dans un groupe pour aider, mais pas pour poser des questions. J'essaye d'être autodidacte. Et tous les soucis que j'ai avec Amazon, je les règle tout seul, puis avec mon ami ChatGPT, comme beaucoup. Mais je fais tout en autodidacte. Super. ChatGPT qui est de plus en plus efficace, même si je ne connais pas foncièrement l'arbitrage Amazon. Ne serait-ce que pour les langues. Tout à fait, tout à fait. Ok, donc tu te vois, là, tu te vois bien continuer. Absolument. Là, pour moi, il n'y a pas de déception. Peut-être, comme je disais tout à l'heure, j'avais un certain optimisme un peu trop grand au début. Et puis, une fois qu'on connaît, puis après, avec la structure, il a baissé, mais il est toujours là. Je sais vers quoi je tends et je sais que je vais y arriver. Et non, je renonce pas. L'optimisme un peu trop grand, c'est tout à fait normal. C'est souvent c'est notre moteur, en fait. Oui, si on n'avait pas, ça fait partie de la psychologie humaine. Et si on n'avait pas cet excès d'optimisme à chaque fois qu'on lance quelque chose, on ne lancerait rien. Mais c'est pour ça qu'il y a le contre-coup derrière qui est, j'en parle souvent, la vallée du désespoir. On va dire, Arnaud se répète toujours, mais c'est tellement fondamental. Voilà, ça fait tellement partie de nous. C'est l'excès d'optimisme. Quand on revient à la réalité, en fait, même si la réalité n'est pas dégueulasse, le contraste est tellement grand entre notre optimisme et la réalité qu'on a l'impression d'avoir tout raté. Et il suffit de passer ce cap. Et après, quand on reprend les chiffres froidement, souvent on se dit « Ok, c'est pas si mal et on va aller très loin ». Et ce qu'il faut, c'est de la persévérance. Ça, tu n'en manques pas. Exactement. Si tu devais décrire Amazon, moi, voilà, tu sais, tu la connais, j'ai ma petite description d'Amazon. Si tu devais la décrire, est-ce que pour toi, c'est la meilleure marketplace ? Pourquoi ? C'est quoi ses avantages ? C'est quoi ses inconvénients ? Alors, oui, sans aucun doute, c'est la meilleure. C'est incontestable, c'est la numéro 1. C'est la plus grande place de marché. Les références, je crois que c'est 320 millions de références. 450. 450 maintenant. Et ce n'est pas un chiffre que je sors de ma tête. J'ai dit pendant longtemps que j'ai dit 350 millions de références. Et Eva Feicht, qui est la directrice d'Amazon Belgique, a fait un post il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn où elle parlait de 450 millions de références. J'imagine qu'elle est mieux informée que moi. Exactement. C'est phénoménal. Ouais. Phénoménal. Même les grosses marques de distribution n'ont pas autant. Quand elles arrivent à... Je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est vrai que c'est phénoménal, on ne se rend pas compte. J'ai publié il n'y a pas très longtemps une étude qui a été faite. Les plus gros acteurs en fait, Amazon a réinventé totalement le marché en ligne, notamment dans le cosmétique. Les grandes marques comme Sephora, Notino et autres, les grands acteurs du marché ont perdu 30% de part de marché et elles sont parties directement chez Amazon. Parce que voilà, Amazon a vraiment pris énormément de place dans ce secteur. Donc ce sont des titans et c'est pour ça qu'ils clivent très fort. Il y a des gens qui adorent Amazon, ceux qui en profitent, et il y a des gens qui détestent Amazon et qui disent oui, Amazon tue les petits commerçants, Amazon. Eh ben non, justement là, c'est très intéressant ce que tu dis. Pour moi, non, parce qu'Amazon donne la chance à tout le monde d'être ce petit commerçant. Si tu acceptes le changement. C'est une nouvelle vitrine. Si tu acceptes le changement, voilà. Si tu restes braqué, que tu dis non, moi, ma boutique c'est juste la partie physique et je refuse de m'ouvrir au digital, évidemment oui, tu te fais manger. Et il faut accepter le changement. Exactement. J'ai vu récemment un super reportage d'une petite entreprise française qui produit, je ne sais plus si c'est des cosmétiques ou des huiles ou des savons, qui marchait très bien, qui avait une boutique physique, un petit site internet, qui vendait bien. Et puis, ils ont décidé de tenter l'aventure Amazon et leur business a complètement explosé, quoi.
Donc aujourd'hui, ils ont leur partie Amazon qui fait presque l'essentiel de leur chiffre d'affaires. Ils ont toujours le physique et leur site propre et ils continuent avec ça. Et donc eux, ils ont su saisir cette opportunité et pourtant ils sont toujours là en physique. Donc non, et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et que dire que ça tue le commerce, oui et non, parce qu'il y aura toujours ces magasins dont on a besoin et on ira. Mais Amazon, c'est une autre forme de consommation et de réponse à nos besoins, quoi. Tout à fait. De toute façon, le monde n'est que ça, hein. Le monde est en perpétuel mouvement et il faut s'adapter au marché. Et comme j'aime souvent à le dire, gagner de l'argent, c'est pas hyper compliqué. Il suffit de regarder où sont les plus gros flux financiers. Amazon en fait partie, hein. Il y a énormément de flux financiers. Donc, il faut comprendre que en se rapprochant au plus proche d'eux, tu vas pouvoir profiter un petit peu de ces flux et gagner de l'argent. Absolument. Et comme je dis, donc tout le monde a sa place. Par contre, c'est vrai qu'on peut dire ça. Amazon est un peu impitoyable. Mais c'est pas impitoyable au mauvais sens du terme, dans le sens où c'est très rigoureux. C'est pas fait pour les amateurs, quoi. J'ai peur de me répéter, mais c'est ce que je dis constamment. Ce sont les deux revers d'une même médaille. C'est parce qu'ils sont impitoyables envers les vendeurs qu'en fait qu'ils ont autant de succès et autant de conversion. Amazon, c'est les numéros 1 en termes de taux de conversion. Donc le taux de conversion, c'est le ratio entre les visiteurs sur le site web et ceux qui achètent effectivement. Ils sont numéro 1 parce que justement, le client est en sécurité totale. Et c'est pour ça qu'Amazon pousse constamment à la professionnalisation de ses vendeurs. Il ne laisse pas faire tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il a aussi, dans certains milieux, très mauvaise réputation parce que des gens se lancent sur Amazon en pensant être sur le bon coin. Ils se font striker les comptes parce qu'ils ne respectent pas les politiques. Il y a les conséquences qui vont avec, c'est que leur argent est bloqué. Et après, ils n'ont de cesse de crier « Amazon, c'est des voleurs, ils me doivent X ». Mais non, c'est toi qui n'as pas respecté les politiques, c'est toi qui n'as pas respecté les règles. Elles sont très conséquentes, mais toujours très claires. Oui, absolument, c'est ce que j'allais Ils dire. préviennent toujours. Oui. Donc voilà. On n'est jamais devant le fait accompli, quoi. Et puis, même quand il y a un blocage, ce qui peut arriver facilement, il y a toujours l'explication, l'accompagnement à côté, et il y a toujours une solution. Et il suffit d'être en règle en amont. Hein, on a déjà eu le cas, on en a déjà parlé. Évidemment, si tu vends de la contrefaçon, tu as un blocage. Mais derrière, tu n'as pas d'issue, c'est normal. Tu Exactement, ce que je disais tout à l'heure. Si on est des professionnels et qu'on est carré, tout va bien se passer. Ouais. Pas de raison. On en parlait au moment où on parlait de la Suisse. Tu m'as dit, ouais, techniquement, je pourrais acheter de la marchandise et rentrer en Suisse avec parce qu'il n'y a jamais de... Mais non, on est des professionnels, on doit se comporter comme tel pour que justement... Pas des voyous, quoi. Et justement, pour garder cette image de respectabilité. En cas de souci, tu peux tout sortir, tu es carré, et quand tu es carré, tu n'as pas de souci. Tout à fait. Et c'est pareil pour tout, pour l'administration, pour la structure, pour tout ce qui va avec. C'est un ensemble. C'était compliqué la partie, quand on se lance sur Amazon, au départ, on se lance, pas besoin de gros administratifs, pas forcément besoin de numéro de TVA au départ. Quand tu as commencé à devoir... apprendre ce qu'est la TVA, apprendre à la gérer correctement. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué ? Non, parce que tout s'est fait étape par étape. Et puis, il y a cette force du groupe, il y a vous, les dictateurs. Pour moi, j'appelle ça des mentors. Vous êtes des mentors. Vous êtes notre référence. Et on a toujours eu les réponses adéquates à nos besoins et nos inquiétudes. Et tout se fait étape par étape. Et on n'est jamais seul, on n'est jamais largué au milieu d'un océan. Tu as des numéros de TVA dans plusieurs pays maintenant ? Oui, exactement. Ouais. Sur les deux structures, j'ai... la France, l'Allemagne pour la LTD et puis l'Allemagne et l'Italie pour mon auto-entreprise. Tu vois des différences entre l'administration française et allemande en matière de TVA ? C'est pas une question piège. Non, mais c'est... On floutera ton visage, on ne souci. fera pas de short avec. Non, c'est vraiment très différent et ça fonctionne très bien côté allemand. Côté allemand, ça fonctionne très bien. Remboursement facile. Exactement, tout fonctionne. Après, je pense tout est basé sur une confiance et puis l'honnêteté, quoi. C'est sûr que si tu n'es pas sérieux, je pense que tu peux avoir des soucis très importants aussi. Ça va de soi, quoi. Faut pas tricher dans la vie. Voilà. Tout à fait. C'est très important. C'est comme on disait juste avant. Faut être carré. Comme ça, au moindre pépin, tu sais que tu es droit dans tes bottes et tu peux continuer à avancer. C'est Oussama Hamar en parle et en a parlé souvent, en fait, faut toujours voir le prix que tu as à payer. En fait, tu ne peux jamais prendre un risque qui ne puisse t'amener le fait de ne plus pouvoir jouer. Il faut que tous les risques, tu puisses toujours continuer à jouer la partie juste derrière. Donc, je peux prendre un risque financier.
parce que si j'ai un risque financier modéré et que je me trompe, c'est pas grave. La partie continue. Je peux continuer à jouer même si j'ai perdu de l'argent. Par contre, prendre un risque qui est, par exemple, frauder la TVA structurelle, on va me faire sauter mon entreprise et je vais être en interdiction de gérer, c'est un risque que je ne peux pas prendre parce que la partie s'arrête et je ne peux plus jouer. Ça, c'est super important. Après, voilà, chacun est maître du jeu, fait ce qu'il veut, mais il faut être carré. Puis voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Parfait. Si tu avais des conseils pour les débutants, ce serait quoi? Sans que ce ne soit des phrases toutes faites, hein, mais... Ne pas se mettre trop la pression, être entouré. Je pense qu'être entouré, ça aide. C'est vraiment une locomotive. Le groupe, typiquement, que ce soit ici ou même... Voilà, on ne va pas citer, mais l'entourage, ça aide. Parce que c'est un métier qui est assez complexe. Il y a des hauts, des bas, il y a des doutes. Et des fois, il manque aussi des informations. Et la communauté, le groupe, l'entraide, ça joue beaucoup dans ton succès. C'est vraiment important, moi, je pense. Ton regard extérieur, tu parles de groupe, donc évidemment un nombre conséquent de personnes qui font exactement la même activité. Du coup, toi, c'est quoi ton regard? Encore une fois, sans répéter ce que moi je dis, et c'est ça qui est intéressant. C'est quoi, toi, ton regard sur la concurrence? Est-ce que tu penses que il y a quand même beaucoup de concurrence? Est-ce que ça va? Tu en penses quoi, toi? Moi, je pense que ça va. J'ai jamais eu trop de soucis ou de stress avec ça. Je me suis un peu, si je peux dire ça, spécialisé dans tout ce qui est un peu cosmétique. Et c'est le segment le plus concurrentiel, le plus difficile. Donc c'est, on va dire, le mauvais exemple pour se lancer, mais c'est quelque chose que j'affectionne. Et c'est vrai que c'est très dur. Les marges sont très basses, la guerre des prix est féroce, et puis la concurrence est énorme. On est face à Amazon ou face à des mastodontes, et c'est assez difficile. Mais on trouve toujours un segment, on trouve toujours une place, et puis il y a des opportunités partout. Et du fait qu'il y ait une quantité de références phénoménale, il y en a pour tout le monde. Tu es merveilleux, Adrien. Tu avais c'est marrant, hein. Tu avais le profil le plus difficile pour démarrer, en dehors de l'Union européenne, machin. Plein de barrières à enlever. Et tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, c'est pas grave, je vais quand même aller sur le segment le plus difficile. Parce que, au moins de A à Z, je vais rester dans le dur, quoi. C'est ça, pour moi, j'ai je sais pas si on peut dire un précepte, mais pour moi, je pars du principe que les ruisseaux font des fleuves. Et le fait de lisser l'investissement sur X références à bas coût, on peut avoir acheté beaucoup de plein de références qui coûtent pas cher, et on lisse un peu le risque avec des produits qui vont se vendre plus, des produits qui vont se vendre moins, mais l'ensemble fait un fleuve à la fin. Tout à fait. Exactement. Par contre, c'est un modèle économique qui est quand même assez difficile. Je ne le conseille pas. Pour se lancer, ce n'est pas le meilleur modèle. Parce qu'il demanderait en fait une grosse mise de départ pour que ce soit vraiment bien dès le début. Parce qu'il faut pouvoir acheter des grosses quantités de beaucoup de références. Ça c'est important. Donc, de le dire. Pour commencer, ce n'est pas la meilleure. C'est important de le souligner. Parce que moi j'ai vu l'évolution de tes chiffres au fil du temps. Et c'est vrai qu'au départ, donc là, lisser sur la totalité... les chiffres sont jolis, mais au départ, tu as eu énormément de difficultés. Il a fallu lever toutes les contraintes une par une. C'était très long. Ouais. Tu te souviens un peu, genre, tel mois j'ai gagné X. Tu te souviens un peu de cette... Oui, au début, quand je voyais les autres qui faisaient des chiffres plus gros, je me dis, mais je fais fausse route. Et après, je me dis, non, c'est la lourdeur de mon modèle qui fait ça. Et puis, cet enfermement dans ces segments, je suis un peu obstiné, et même encore aujourd'hui. Bon, je suis quand même ouvert à tout, je vends un peu de tout, hein. Ça va du jouet à l'électronique et tout, mais je reste quand même très focus sur la cosmétique, parce que j'aime bien. Et puis on a souvent du mal à ça, sortir. C'est un biais dont je parle, hein, souvent. Mais c'est pas ce qui rapporte le plus. C'est que, comme tu as l'habitude de trouver des produits dans cette niche, inconsciemment, tu vas tout le temps aller chercher dans les mêmes choses. Quelle que soit la plateforme, le fournisseur, le magasin. Tu vas te diriger vers eux. Et on en parlait il n'y a pas longtemps avec Chris, hein, tu vois, c'est les soldes en France. Et avoir un petit scoop, les soldes, c'est quelque chose auquel j'ai rarement profité. Tout le monde dit que c'est la meilleure période. Même quand je suis allé sourcer physiquement en France, peut-être la période de Noël. Ouais. Mais sinon, tous mes produits que j'ai achetés physiquement en France, j'ai jamais acheté en solde. Eh bien, pour moi, c'est pareil. J'ai jamais fait plus d'argent pendant les soldes que le restant de l'année. Parce que voilà, c'est ma manière de travailler qui implique ça. Ici, vous savez que je suis passé presque essentiellement sur les US depuis que j'utilise les prep centers. Et là, c'est même pas les soldes. Donc, encore une fois, voilà. C'est une autre dimension. Ça n'implique rien. Donc, on en parlait, c'est les soldes. Et on voit que les membres vont uniquement aller regarder ce qu'ils ont l'habitude de vendre. Et Christopher est parti faire du sourcing physique avec les élèves. Il a fait une petite session. Et encore une fois, le fait d'être avec lui,
tout de suite, tout le monde trouve énormément de marchandises parce que comme on a l'habitude d'aller chercher uniquement ce qu'on vend ou ce qu'on a déjà vendu, comme Christopher a énormément d'expérience, lui, il a énormément de références en tête, il a énormément de modèles en tête, et donc il va regarder absolument tout. Et ça, c'est game changer, le fait de ne pas te restreindre. Tu as absolument, c'est vraiment le game changer. Ouais. J'ai vendu des produits, je l'ai déjà dit, et ça, on dirait ouais, c'est bullshit, mais non, j'ai déjà vendu des tonnes de produits que je ne connais pas. Je ne sais même pas ce que c'est. Je l'analyse, je vois, tiens, c'est rentable, je pourrais faire l'effort, me dire, tiens, qu'est-ce que c'est quoi comme composant d'ordinateur et comprendre, mais ça ne m'intéresse pas, parce que mon job, il s'arrête à est-ce que c'est rentable ou pas. C'est rentable, j'achète, ça part, ça vend. Merci, au revoir. C'est le modèle économique. Voilà. Et il faut vraiment, c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre de barrières, il faut vraiment chercher partout. Maintenant, oui, c'est vrai que si tu es à l'aise avec ça pour le moment. Mais je suis quand même ouvert, hein, je regarde un peu tout. Et puis aujourd'hui, je prends c'est ce qu'il faut faire. Qui passent, quoi. Tous ces petits ajustements, tu vas les faire. Il n'y a rien à faire. On peut revenir à cette table dans 6 mois. Tu vas faire 5 fois plus de bénéfices que ce que tu ne fais actuellement. Et je sais que je peux, parce que j'ai fait beaucoup au début de l'année. Il y a eu le mois de Noël qui était exceptionnel. Le mois de janvier, qui est après Noël, qui a été presque dans les mêmes cordes. Donc, je sais que les moyens sur 4 jours sont là. Il n'y a pas de souci. On va le faire en mode challenge. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on l'a dit ici dans cette vidéo. Je veux que dans moins d'1 an, on puisse reparler de tes chiffres et que ce soit fondamentalement Absolument. Rendez-vous différent. Ici en juin 2026. Magnifique. Tu prendras encore une chambre au Van der Valk à Mons ou... Oui. Ouais. Il y a plein de beaux hôtels ici à Bruxelles. Hein. Exactement, mais bon, c'est quand même joli. J'aime bien. Super. Ça m'a fait plaisir de revenir ici. Donc, ouais. Ouais, c'est vrai que tu étais déjà venu. Oui. Encore une fois, Mastermind, ça montre... qui était une super expérience de pouvoir rencontrer ces gens physiquement, d'échanger et d'apprendre. On a beaucoup appris et on a mis en place tous plus ou moins des techniques qui nous ont permis d'avancer. Et ça montre ta persévérance encore. Et c'est pour ça que j'en fais une affaire personnelle. Je veux absolument que tes chiffres explosent parce que tu es résilient et tu l'as montré encore une fois quand on a fait donc ici le Mastermind à Mons. Tu es venu de Suisse jusqu'en Belgique pour participer à l'événement. Quand on a d'autres personnes qui, on le dit constamment, Christopher fait par exemple des sessions sourcing, on va faire prochainement encore un mastermind, certainement en région parisienne. On a des gens qui habitent à 3 ou 4 heures de Paris qui se plaignent « Ah oui, mais vous n'allez pas le faire dans notre région. Ah, vous n'allez pas le faire dans telle ville. » À un moment, il faut savoir ce que tu veux, tu vois. Et les gens ne veulent pas de contraintes, les gens ne veulent pas bouger, les gens ne veulent pas s'impliquer. Mais ils veulent des résultats extraordinaires, ça ne peut pas fonctionner. C'est ce qu'on peut dire, c'est que ça va être la sélection naturelle. C'est des gens qui vont s'éteindre tout seuls. Tout à fait. Et c'est triste parce que ce n'est pas le modèle qui est mauvais, c'est eux qui sont mauvais, qui ne veulent pas faire d'efforts. Et ce seront les ambassadeurs du « Ah, Amazon, c'est pas bien ». Voilà, c'est triste en fait, exactement. Tu vois. Alors que, je le dis, j'en suis certain, en 2025, l'arbitrage... On parle souvent de vendre sur Amazon. Il y a diverses manières de vendre sur Amazon. Tu peux faire du handmade, tu peux faire du private label et tu peux faire de l'arbitrage. Il faut bien souligner ça aussi. Ouais, exactement. L'arbitrage, c'est le seul modèle. Je suis certain à 100%, c'est le seul modèle où si tu t'impliques, si tu travailles, tu auras des résultats conséquents. Et je dis conséquents, c'est pas forcément faire 10 000 euros par mois. C'est déjà faire remplacer ton salaire. Faire tes 2, 3, 4 000 euros de bénéfices nets par mois, c'est le seul modèle qui te le permette à 100%. Parce que dans les autres, par exemple, si tu fais du private label, tu vas vraiment devoir être bon dans un tas de choses différentes, notamment le marketing, le branding. Tu vas devoir être bon dans la pub, même chose. Il faut gérer tes publicités pour faire connaître ta marque. Tu peux avoir tout fait parfaitement et quand même te planter parce que le marché a changé, parce que évidemment, donc le private label, la barrière à l'entrée est plus grande. Tu vas devoir acheter plusieurs milliers d'euros de marchandises pour te lancer. Il y a plein de gens qui font du private label, ils font all-in quasiment sur leur capital parce que tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas commencer avec 500 euros, tu ne peux pas commencer avec 50 euros de divers articles, alors que l'arbitrage, même si tu as 500 ou 1000 euros, tu vas pouvoir acheter 10 références différentes. Et du coup, le risque, il est totalement lissé, voire effacé. Et donc, en répétant un process qui fonctionne, c'est certain que tu vas réussir, chose qui n'est pas du tout le cas en private label ou autre. Et donc, l'arbitrage, pour moi, en 2025, c'est le seul business model où, si tu suis le process correctement,
c'est absolument certain que tu vas réussir. La seule condition, c'est de vouloir bosser. Et ça, il y a Exactement. plein Et de pas gens de qui ne secret, veulent pas. c'est ça. La part sourcing, et puis la part de volonté de s'investir dans ce qu'on fait, quoi. De bouger, de ne pas se cantonner à un segment et puis à une zone géographique.